Nous allons aborder la prise en charge thérapeutique des syndromes coronariens aigus. Nous allons donc voir ensemble les principes et stratégies thérapeutiques préhospitalières et hospitalières du SCA ST+, non ST+, les différentes modalités de revascularisation coronaire et savoir choisir la plus appropriée, et connaître la place de la coronarographie et éventuellement du coroscanner dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Voici mes liens d'intérêt potentiels qui n'ont pas beaucoup de liens avec la présentation. On va donc voir ensemble la prise en charge préhospitalière, les modalités de revascularisation coronarienne et la prise en charge post-revascularisation. Pour le SCA, la prise en charge est très fréquemment préhospitalière, c'est-à-dire la gestion par le SAMU. Elle va s'attacher déjà à diagnostiquer le SCA et en particulier comprendre qu'un SCA ST+ est une situation à risque qui nécessite donc une surveillance scopée, un transport médicalisé. On est à très fort risque de complications immédiates, en particulier des complications rythmiques. Donc ce patient doit être scopé et tout transport doit être médicalisé. On va soulager tout d'abord la douleur thoracique avec une titration généralement en morphine IV, un essai par les dérivés nitrés qui sont généralement qui ne répondent pas lors d'un SCA ST+, il n'y a pas de soulagement de la douleur par les dérivés nitrés. Une oxygénothérapie, si la saturation est à moins de 90%, on va démarrer très rapidement après identification de ce SCA ST+, une anticoagulation par soit héparine non fractionnée, soit l'énoxaparine, 1 mg kg x 2 par jour en sous-cutané. On va démarrer une dose de charge d'aspirine, puis on va démarrer un des 3 inhibiteurs des récepteurs plaquettaires P2Y12, qui peuvent être soit le Brilique, soit les Fiantes, soit le Plavix, un peu au libre choix. Et puis la prise en charge va surtout être centrée vers un transfert très rapide pour une revascularisation coronaire en urgence, qui doit être généralement faite en moins de 2 heures. Si c'est un SCA ST-, le risque est toujours présent, il s'agit toujours d'une situation à risque, le patient doit être scopé, le transport doit être médicalisé, ça reste un point important. La douleur généralement est sensible aux dérivés nitrés et on va mettre sur les mêmes principes une oxygénothérapie si la SAT est inférieure à 90%, on va démarrer une anticoagulation et on va démarrer un bolus d'aspirine et on va transférer le patient vers une USIC pour éventuellement surveillance, faire un cycle de troponine et cibler une revascularisation coronaire dans les 24 heures. On est un petit peu moins urgent que dans le STA ST+. La revascularisation coronaire est l'élément central de la prise en charge du syndrome coronarien aigu ST+. La première question qu'il va donc falloir se poser, c'est est-ce que je vais être capable de faire une intervention coronaire percutanée, une coronarographie, dans les 2 heures après le diagnostic du syndrome coronarien aigu. Si ce n'est pas le cas, si vous pensez qu'il n'est pas possible d'avoir cet examen dans les 2 heures, auquel cas il y a une indication pour la fibrinolyse in situ et le patient sera donc thrombolysé en préhospitalier généralement, puis secondairement aura une coronarographie après un certain délai. Donc l'intervention coronaire percutanée, c'est toujours en première intention, ça a plusieurs intérêts, ça permet d'identifier la lésion coupable du syndrome coronaire, ça permet d'évaluer la possibilité de mettre un stent et donc de lever l'obstacle au flux sanguin. Elle est généralement pratiquée par l'artère radiale, mais elle peut également se faire par l'artère fémorale si la radiale n'est pas accessible. Et en fin de procédure de la coronarographie, une fois qu'on a restauré un flux coronaire, on va pouvoir interrompre les anticoagulants et poursuivre les antiagrégants. Voici donc disons qu'une intervention coronaire percutanée, donc une coronarographie. La première vidéo montre un réseau gauche dit normal, où il n'y a pas de sténose et on voit bien l'artère IVA et la circonflexe. Et la deuxième vidéo vous montre donc une sténose du tronc commun. Vous voyez au niveau de la flèche, vous voyez une première sténose très proximale qui témoigne donc une probable souffrance coronarienne aiguë. Un autre exemple, voici donc une occlusion de l'IVA, vous voyez qu'il manque un morceau d'artère quand on visualise cette coronarographie.
Et donc le coronagraphiste va monter un guide qu'on voit apparaître ici, tout le long. Là, vous voyez un guide apparaître. Je vous remontre la vidéo. Et qui va permettre, une fois que un guide est mis en place, de revasculariser l'IVA et de voir réapparaître une grosse artère, cette grosse artère IVA qui est l'artère principale du réseau gauche. La coronarographie, elle doit être faite dans les 24 heures chez tous les patients qui ont au moins un de ces critères, c'est-à-dire un syndrome SCA-ST- qui est confirmé, ou alors une modification dynamique du segment ST qui suggère une ischémie, ou un sus-ST transitoire. Si on a un SCA-ST-, mais qu'on a une instabilité hémodynamique ou un arrêt cardiaque, une douleur thoracique, une arythmie, une complication mécanique de l'infarctus, un arrêt cardiaque qui est très clairement lié au SCA-ST-, et ben on va devoir faire la coronographie dans les moins de 2 heures. Parfois, il se discute la revascularisation chirurgicale. C'est le principe d'un pontage coronaire. C'est en fait la création d'un court-circuit entre l'aorte et l'artère coronaire en aval de la sténose. Ça se fait avec ou sans CEC. Si c'est sans CEC, c'est dit à cœur battant. Généralement, il est prélevé, le pontage est fait avec l'artère mammaire interne qui va être abouchée en aval de la sténose. Ou alors, on va prélever la veine saphène qu'on va qu'on va coudre entre l'aorte et l'aval de la sténose coronaire. Elle peut être proposée donc si on a une sténose du tronc coronaire gauche, si on a des sténoses tritronculaires proximales et si on a une fonction VG altérée, s'il y a une sténose IVA proximale et une ischémie antérieure, s'il y a une sténose et une altération de la fonction VG potentiellement réversible, il est important dans ces cas-là d'avoir une évaluation de la viabilité, de savoir si la zone qu'on va revasculariser est une zone viable ou au contraire si c'est une zone totalement nécrosée, le pontage paraît futile. Et si on a surtout, et c'est la plupart du temps, c'est un échec de traitement médical, c'est qu'on n'a pas réussi à déboucher une ou plusieurs artères avec un traitement endocoronaire, et donc on peut proposer dans ces cas-là une revascularisation chirurgicale. La prise en charge post-revascularisation est assez bien standardisée. Il y a toujours un risque de complication de ce syndrome coronarien aigu, donc le patient va devoir être scopé généralement en soins intensifs de cardiologie pendant un minimum de 3 jours pour détecter ces éventuelles complications post-SCA. La prise en charge, c'est des antiagrégants plaquettaires, généralement 2 antiagrégants plaquettaires. Le premier, c'est l'aspirine, 75 mg par jour, souvent associé à un inhibiteur de la pompe à protons, puisque ce traitement va être à vie et donc peut donner des ulcères. On va associer à ça un inhibiteur des récepteurs plaquettaires P2Y12 pendant au moins une durée de 12 mois. Là encore, on a le choix entre trois molécules, le Plavix, l'Effiant ou le Brilique, avec des posologies adaptées. Et parfois, mais ça c'est une affaire de spécialiste, on doit adjoindre des inhibiteurs des récepteurs des glycoprotéines 2B3A, l'anti-IgB2B3A, pendant 24 heures. L'anticoagulation efficace est arrêtée une fois que la revascularisation coronaire a été faite. Et puis, en absence de dysfonction VG, on va introduire des bêta-bloquants pour prévenir le risque rythmique chez ces patients. Et donc, ça va être de la ténormine à 100 mg per os, mais ça doit être instauré après une échographie qui va vous dire qu'il n'y a pas de dysfonction VG. On va mettre en place progressivement un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui va aider au remodelage du ventricule gauche. Et puis il y a tout le volet éducation-prévention, en particulier prévention de la maladie athéromateuse et donc le contrôle de tous les facteurs de risque, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'arrêt du tabac, l'éducation. En ce qui concerne le scanner coronaire, ça peut être une alternative à la coronarographie, mais c'est jamais en aigu. C'est en fait sur les cas qui sont un peu compliqués à diagnostiquer, on n'est pas tout à fait sûr. Et donc c'est en cas de probabilité faible ou moyenne de coronaropathie, et si vous avez une troponie normale et ou un ECG normal. Donc finalement, la place du coroscan est relativement réduite, et il est utilisé plutôt dans les cas où c'est compliqué de faire le diagnostic et quand on a certains éléments biologiques ou le CG normal.
Donc si on retient la prise en charge thérapeutique, ça va être sur l'identification de cette situation à risque, qui va imposer une surveillance scopée et un transport médicalisé. Le traitement est très standardisé, il s'agit de soulager la douleur, mettre de l'oxygène s'il y a une désaturation, l'anticoagulation, le bolus d'aspirine et l'inhibiteur P2Y12. Ça, c'est en préhospitalier. Et s'attacher à avoir une intervention coronaire percutanée en urgence qui doit être faite dans les moins de 2 heures. S'il n'y a pas de possibilité de faire la coronographie dans ce créneau, on peut proposer une thrombolyse. Et s'il y a échec de revascularisation par coronographie, il faut discuter avec un chirurgien cardiaque pour une éventuelle revascularisation chirurgicale.